comme chaque dimanche, place à notre duo de journalistes francophones. Nous sommes aujourd'hui avec Eva Morletto, correspondante en France du média italien Grazia. Bonsoir Eva. Bonsoir. Et Elisabeth Pinault, correspondante Reuters à l'Élysée et à Matignon. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous retrouver toutes les deux. Alors, l'actualité politique de la semaine, c'est bien sûr la menace d'une censure qui se précise pour le Premier ministre Michel Barnier. Son gouvernement sera-t-il épargné par les députés du Rassemblement national? Marine Le Pen a en tout cas lancé un ultimatum au chef du gouvernement, comme nous le racontent nos confrères de France Télévisions. On commente juste après. Négocier encore, à ces conditions, toujours. À la veille du retour du projet de loi de finances de la sécurité sociale à l'Assemblée, Marine Le Pen réaffirme cet ultimatum. La censure n'est pas inéluctable, il suffit que Michel Barnier accepte de négocier. Marine Le Pen fait-elle chanter le Premier ministre? L'exécutif a pourtant multiplié les concessions, une infime partie des exigences, affirme le RN. La parole est à Madame la Présidente Châtelain. C'est tout ou rien, et donc nous l'appelons encore une fois à entendre, pas le Rassemblement national pour le Rassemblement national, mais les 11 millions de Français qui sont derrière nous. Actuellement, oui, le Premier ministre a 100% de chances d'être censuré. Et ce matin, le gouvernement évoque l'impasse que créerait une censure. Est-ce que, par exemple, la censure, pourquoi faire? Pour changer de gouvernement, l'équilibre au niveau de l'Assemblée nationale sera le même, avec le même bloc central qui a une majorité relative plus forte que les deux autres. Donc vous retrouvez la même situation. Même l'ex-première ministre vole au secours de l'actuel. Quel que soit l'avis qu'on peut avoir sur la méthode, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir sur certains points du budget, on ne peut pas censurer le gouvernement au milieu d'un débat budgétaire. Le texte présenté demain est issu de l'accord d'une commission entre sénateurs et députés. Aucun doute à gauche cependant, ce sera la censure, tant au PS qu'à la France insoumise, qui rejette ce projet de budget de la Sécu et dénonce au passage l'incohérence de Marine Le Pen. Si on en est là aujourd'hui, c'est bien parce que Madame Le Pen a décidé de laisser Monsieur Barnier s'installer. Que quand nous avons déposé une motion de censure au mois de septembre pour empêcher que ce gouvernement puisse voir le jour, à ce moment-là, Madame Le Pen n'a pas censuré le gouvernement. La chef de file du Rassemblement national peut changer d'avis in extremis. Elle l'avait déjà fait lors de la loi immigration. Si le gouvernement tombait, ce serait une première depuis Georges Pompidou en 1962. Elisabeth Pinault, question très directe. Michel Barnier va-t-il devoir quitter ses fonctions dans les jours qui viennent? Peut-être. C'est une semaine de grande incertitude qui s'ouvre. Le calendrier d'abord. Donc, demain, on vote sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale à 15h. On vote normalement. Il est possible que le Premier ministre décide, et c'est même probable, qu'il décide d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution qui permet l'adoption du texte sans vote, ce qui déclencherait automatiquement une motion de censure de la part de la gauche, qui serait votée 48 heures plus tard, c'est-à-dire mercredi. Et si les 124 députés du Rassemblement national vote cette motion, le gouvernement tombe. S'il ne la vote pas, le gouvernement ne tombe pas parce que la gauche n'est pas assez nombreuse pour le faire tomber. Auquel cas, la prochaine étape, ce sera autour du 20 décembre, qui correspondra au vote du projet de loi de finances, où là encore, le gouvernement pourrait utiliser le 49.3 et cela va dépendre de la gauche et surtout du Rassemblement national, d'où les tractations de tous ces derniers jours et une imprévisibilité totale puisque le Rassemblement national est coutumier du fait, il fait monter les enchères. Aujourd'hui encore, Marine Le Pen dit la censure n'est pas inéluctable, elle peut laisser le suspense jusqu'à un quart d'heure avant le vote mercredi. Elle fait du chantage, Marine Le Pen, au Premier ministre ? Clairement, parce que c'est une stratégie gagnante qu'elle a. En fait, elle obtient deux choses. Avec cette pression qu'elle met sur l'exécutif, elle montre la faiblesse du gouvernement, et c'est un peu un des objectifs. Et puis, en fait, elle arrive quand même à obtenir des résultats, comme voilà, on va baisser donc l'aide médicale d'État, on va ne pas augmenter les taxes sur l'électricité. Ça, c'est des choses qui sont satisfaisantes pour l'opinion publique, et elle le sait. Et en même temps, si ces mesures imputées, limitées, n'arriveront pas donc à combler ces trous budgétaires qu'il y a à la France actuellement, eh bien, ça ne sera pas la responsabilité du RN, mais ça sera la responsabilité de l'exécutif. Donc, elle est dans une position absolument gagnante. Alors, à gauche de l'échiquier politique, je vous propose qu'on écoute à présent le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Pour lui, la motion de censure est la seule arme constitutionnelle dont disposent les députés. On l'écoute. Le bilan d'Emmanuel Macron est catastrophique pour la France. La politique de l'offre a montré toutes ses limites. Le budget qui en ressort est mauvais.
Et donc, si on utilise le 49.3, la seule arme qui existe pour nos collègues députés, la seule arme constitutionnelle, c'est bien sûr la motion de censure à laquelle nous devons nous préparer. Et nous Elisabeth Pinault, la gauche, elle a une carte à jouer dans ce processus ou pas tellement finalement? La gauche est unie pour cette motion de censure comme elle a été face au Rassemblement national, aux législatives. Et c'est là que ça a commencé. C'est-à-dire, comme ils sont arrivés en tête, ils estiment qu'ils sont légitimes, mais c'est un fait qu'ils n'ont pas vraiment discuté avec le gouvernement, qui n'a pas repris ou très peu de leurs propositions. Le gouvernement fait des concessions au Rassemblement national, qui, avec ses 124 députés, est le groupe le plus puissant. Donc évidemment, forte colère à gauche, et la gauche qui prépare aussi l'avenir, qui aujourd'hui, par exemple, Marine Tondelier et Lucie Castet disaient qu'il fallait préparer la suite. Si le gouvernement tombe, il faut que la gauche puisse proposer un non, par exemple. Alors justement, si le gouvernement tombe, quelle carte pourrait jouer Emmanuel Macron? Est-ce qu'il pourrait, par exemple, démissionner? C'est possible, ça? Alors, c'est possible. Après, c'est pas du tout sur la table, dans le sens que même dans une conférence de presse le 12 juin dernier, il avait balayé la question en disant que non. Après, il faut voir, parce que, en fait, il y a quand même une volonté. Il y a même Emmanuel Bompard qui a écrit une lettre pour se renseigner sur lesquelles seraient les modalités au cas où Emmanuel Macron ferait des démissions anticipées, où il tombe tout simplement. Ça, c'est des questions qui seront mises sur la table. Ça ne serait pas le premier coup de surprise du président. La dissolution de l'Assemblée, où il a commencé sa période de faiblesse. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, on voit qu'il est un spectateur de la politique interne de la France et pas un acteur principal. Donc ce qui, en effet, le délégitime devant le gouvernement et devant les Français. Et est-ce que, paradoxalement, Emmanuel Macron, justement, ne pourrait pas récupérer les pleins pouvoirs en, justement, recourant à l'article 16 de la Constitution pour assurer la continuité de l'État s'il y a motion de censure? Alors, il y a plusieurs possibilités. Là, la Constitution est bien faite, la Constitution de la V République est bien faite. Donc, en dehors d'une démission du président tout à fait improbable, mais que souhaite la France insoumise, eux, ils veulent une présidentielle maintenant. C'est ça leur position. Alors, la Constitution est bien faite. Le président peut renommer Michel Barnier dans la journée. C'est une possibilité. Il peut nommer un autre Premier ministre. Si le temps presse, une loi spéciale peut être votée qui permettrait à partir du 1er janvier qu'un budget puisse être voté, par exemple, que la sécurité sociale continue à fonctionner et que les fonctionnaires soient payés. Donc il y a beaucoup d'options possibles. Eva, vous disiez qu'Emmanuel Macron était devenu aujourd'hui spectateur de son second mandat. Il a perdu effectivement le fil de ce second mandat depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin. On assiste aujourd'hui au crépuscule du macronisme. Disons qu'il est dans une situation délicate parce qu'il est face à un gouvernement dont il se méfie. Et ça, d'ailleurs, il y a des rumeurs, je pense qu'Elisabeth peut confirmer, comme quoi, après les conseils des ministres, en fait, il se retirerait, il n'échangerait pas avec ses ministres parce que, foncièrement, il y a quand même, le courant passe très mal entre le gouvernement Barnier et entre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il se attache à sa position internationale. Et d'ailleurs, son rôle de médiateur avec le Liban, où il a favorisé le cessez-le-feu, il a été aussi officialisé par Joe Biden. Tout ça, ça lui donne encore une image positive et il s'attache à ces dossiers-là, au dossier international, pour garder une légitimité qu'à l'intérieur de la politique française n'a plus tellement. Alors, autre image positive peut-être pour Emmanuel Macron, c'est l'ultime visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris vendredi, avant la réouverture le week-end prochain. Alors effectivement, les images, on a pu les découvrir. L'intérieur de la cathédrale sont absolument somptueuses. C'est une façon, Elisabeth, pour Emmanuel Macron de se replacer au cœur peut-être d'un événement positif qui focalise l'attention finalement du monde entier? Absolument, incontestablement. C'est un événement historique finalement. On se dit qu'est-ce que l'histoire retiendra? Est-ce qu'elle retiendra cette crise politique ou est-ce qu'elle retiendra cette cathédrale immaculée? Moi, j'y étais avec le président. C'est très impressionnant. Il y a un éclat extraordinaire et elle a été reconstruite en 5 ans. C'est là qu'on se dit qu'un pays comme la France a les talents. C'était même l'objet de cette visite. C'était pour remercier les quelques 2000 compagnons et artisans qui ont travaillé. Il y avait un budget, évidemment. Il y a eu presque 1 milliard recueilli pour reconstruire cette cathédrale. Et le savoir-faire français pour le faire. Et c'était évidemment une image très importante. Et puis le président a utilisé les bons mots, évidemment. Il sait faire cela. Il a dit que c'était une ère d'espérance, c'était un choc d'espérance même, qu'on assistait, voilà, que l'impossible était devenu possible grâce au talent français. Voilà, une fierté française.
on retiendra sans doute cette réouverture. Il y aura toute une cérémonie la semaine prochaine, la réouverture au culte samedi et dimanche prochain, avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement. On retiendra les Jeux Olympiques l'été dernier. On retiendra cela de cette fin de quinquennat d'Emmanuel Macron, très difficile sur le plan politique. Et évidemment, il espère que l'histoire retiendra cela aussi. L'histoire retiendra peut-être aussi cette immunité que la France a concédée au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, malgré le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. Eh bien, Emmanuel Macron a dit que Netanyahou bénéficierait d'une certaine immunité diplomatique s'il venait en France. En gros, il ne serait pas arrêté. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce positionnement de la France ? Ce n'était pas forcément la position initiale. Ça contribue un petit peu à brouiller, encore une fois, les lignes de la politique étrangère sur le Proche-Orient. C'est peut-être le prix à payer, justement, pour cesser les feux au Liban. Netanyahou a été plutôt clair dans une communication qu'il a fait avec Macron sur le fait que s'il avait appliqué à la lettre les consignes de la Cour pénale internationale, il aurait menacé la réalisation de ce cessez-le-feu. Donc je pense que la France était aussi dans une condition très délicate. Après, finalement, elle s'est retranchée sur des positions juridiques qui sont absolument audible, parce que si d'un côté la France doit appliquer les consignes de la Cour pénale internationale, de l'autre côté, comme Israël est un État non parti, finalement il peut appliquer les immunités. Et ça ne serait pas la première fois, parce qu'il y a déjà eu d'autres cas dans le monde, en Afrique notamment, des chefs d'État comme les chefs soudanais qui se baladaient en Afrique et en fait on ne pouvait pas, au nom de ces immunités-là, l'arrêter. Il a simplement mis en place cette dualité, cette confrontation juridique sur deux lois qui sont contrastantes, mais qui sont tous les deux effectives. Elisabeth, oui, absolument. La France s'en remet au juge en lui permettant de bénéficier éventuellement de cette immunité en vertu de la loi, tout en reconnaissant la Cour pénale internationale. Ça lui permet d'être sur les deux tableaux. Alors, on m'a expliqué de sources proches du dossier, des négociations, que ce n'était pas une condition de cet accord de cessez-le-feu, ça n'a jamais été une condition, mais qu'ils en avaient parlé, le président et le Premier ministre israélien, et par ailleurs que les États-Unis avaient absolument voulu que la France soit partie prenante de cet accord. Il n'y aurait pas eu d'accord sans la France. Un dernier mot sur cette semaine africaine très riche pour Emmanuel Macron et pour l'ensemble du gouvernement français, avec cette annonce choc, annonce surprise, le Tchad qui a rompu son accord de coopération militaire avec la France, quelques heures seulement après le départ du chef de la diplomatie française justement du Tchad. Cette façon de faire, ça a été un peu une humiliation pour la France. Mais disons que globalement, la France se retrouve en difficulté en Afrique. Déjà là, si ça se réalise, en fait, si l'armée doit partir, ça va se réaliser. Voilà, donc ces 1000 soldats vont partir, ça sera la dernière importante base militaire dans le Sahel que la France va perdre. Et il faut dire qu'il y a toute une délégitimation parce que la France a une vision encore un peu anachroniste peut-être de l'Afrique et c'est ça qui la piège dans le sens que l'Afrique a énormément évolué. Les nationalismes en Afrique se mettent en place aussi. On veut plus de la France parce que c'est un continent jeune et les jeunes n'ont plus ce ressenti de lien avec la France, ce qui complique aussi les choses. Puis il y a la question militaire, c'est-à-dire l'opération Berkane n'a pas été un succès. Aujourd'hui, on a encore tous les mouvements terroristes qui sont en place, Al-Qaïda, Al-Aqmi, Boko Haram, n'ont pas été éliminés. Donc du coup, l'armée française s'est décrédibilisée en Afrique, ce qui a contribué à cette débandade. À cette débandade. Merci beaucoup, Eva Morletto, et à vous également. Merci à toutes les deux, Elisabeth Pinault, et à très bientôt sur le plateau du 64.